Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une alliance souvent méconnue ou oubliée durant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa recherche d'abattre et faire sortir l'Angleterre de la guerre, Hitler décide de lancer des mouvements et des contacts avec un mouvement qui est hostile également à la Grande-Bretagne. En 1939, le mouvement national irlandais, l'IRA, s'allie à l'Allemagne nazie afin de chasser les Anglais d'Irlande du Nord. Un rapprochement qui, contre toute attente, aboutira à une brève réconciliation entre les deux Irlandes. Partons ensemble découvrir l'alliance inattendue. Sur le bureau de Neville Chamberlain, Premier ministre du Royaume-Uni, une lettre datée du 12 janvier 1939 avec un message relativement court, mais qui peut changer le cours de l'histoire. Au nom de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, Sean Russell, son leader, donne aux Anglais 4 jours pour quitter l'Irlande du Nord et rendre à Lille son unité perdue en 1922. À Londres, personne ne prend au sérieux cet ultimatum menaçant de la part de l'organisation armée de l'Irlande. Il s'agit pourtant bien d'une déclaration de guerre. Une semaine plus tard, l'IRA fait exploser une série de bombes dans plusieurs villes anglaises, faisant 7 morts et 150 blessés. Mais le plan S, comme sabotage, ne s'arrête pas là. L'IRA veut frapper fort et imposer la terreur à Londres afin de réunifier l'Irlande. Pendant des mois, près de 200 bureaux de poste, commissariats, gares, stations de métro, cinémas, hôtels ou encore magasins sont la cible d'attentats. Le gouvernement de Chamberlain fait arrêter des centaines de membres de l'IRA, mais rien n'y fait. Cette campagne de terreur, Russell l'avait planifiée. L'affaire est peu connue, mais dans sa volonté de rétablir une Irlande unifiée, le leader de l'IRA avait noué des contacts avec l'Abwehr, les services secrets nazis. La déclaration de guerre entre le Royaume-Uni et l'Allemagne 8 mois plus tard confortera le vieux slogan nationaliste irlandais. Une difficulté pour l'Angleterre est une opportunité pour l'Irlande. Par haine de l'Angleterre, une centaine de nationalistes irlandais s'embarquent alors pour Berlin afin de se mettre au service du Führer. Parmi eux, William Joyce, ex-membre de la British Union of Fascists, et le romancier Francis Stuart. Tous deux deviennent les voix de la propagande radiophonique nazie à destination de l'Irlande. Fondé le 1er octobre 1932 à la suite d'une entrevue entre Oswald Mosley et Benito Mussolini, le parti se développe rapidement en se structurant autour d'un siège, d'un organe de presse et d'un service d'ordre. Militariser les chemises noires. En 1934, le mouvement compte 50 000 adhérents et une centaine de milliers de sympathisants et atteint son apogée en 1939 lors du meeting d'Earl Court. Malgré des résultats non négligeables aux élections municipales de Londres de 1937, le parti devient impopulaire à la fin des années 30, avant d'être définitivement interdit en 1940. On peut se demander quel rôle joue Russell, le chef de l'IRA. Lui aussi prend la direction de l'Allemagne. Au début de l'année 1940, fort du succès de sa campagne d'attentats en Angleterre, il est recruté par le service de renseignement de l'armée du Troisième Reich, qui le forme aux techniques d'espionnage. En juillet 1940, les agents allemands débarquent d'un petit bateau dans le comté de Cork, dans le sud de l'Irlande. Tous les trois sont spécialisés dans le sabotage à l'arrière des lignes ennemies. Leur but était d'établir le contact avec l'IRA, puis se déplacer jusqu'au Royaume-Uni afin de détruire le palais de Buckingham en utilisant un explosif à base de nitrocellulose. Bien que tous les trois sont arrêtés par la police irlandaise avant d'atteindre le Royaume-Uni, elle prouvera au renseignement britannique, le MI5, qu'un réseau de sabotage avait été créé entre l'IRA et l'Allemagne, et ce depuis l'Irlande, qui demeurait neutre dans ce conflit. En août 1940, une campagne pour viser les intérêts britanniques en Irlande fut conçue par Sean Russell, responsable de l'IRA, et présentée au ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop et à l'amiral Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr, le service de renseignement de l'armée allemande. Russell demande des explosifs, des pistolets et des équipements de transmission pour une campagne qui devait débuter en novembre. En août 1940, sa formation est achevée. Le chef de l'IRA est opérationnel pour rentrer en Irlande à bord d'un sous-marin allemand. Mais Russell ne pourra jamais accomplir sa mission. Victime d'un arrêt cardiaque, il meurt durant la traversée.
La disparition du chef de l'IRA risque de faire échouer les plans prévus par Adolf Hitler, car l'Irlande était devenue à ses yeux une base idéale pour envahir l'Angleterre. Il considérait l'IRA comme indispensable pour la réussite de cette opération baptisée Grune. Berlin était en lien depuis des mois avec cette petite armée composée de seulement 5000 hommes. En avril 1939, l'Abwehr avait envoyé une dizaine d'agents opérant sous couverture pour aider l'IRA à créer des conditions d'un soulèvement général contre l'ennemi anglais et organiser une base d'opérations de sabotage afin de déstabiliser la résistance de la Grande-Bretagne. L'opération tourne au fiasco. La plupart des espions nazis présents sur le sol irlandais furent repérés puis arrêtés. Mais certains d'entre eux eurent le temps de livrer des renseignements à Berlin, notamment sur les activités militaires anglaises à Belfast. Les installations portuaires de la ville étaient en effet essentielles aux Britanniques pour mener la guerre contre l'Allemagne en mer du Nord et dans la Manche. En avril et en mai 1941, la capitale de l'Irlande du Nord fut bombardée par la Luftwaffe. Des milliers de bombes furent déversées sur le port et ses environs. Dans un geste inattendu, Edmond de Valera, Premier ministre de la République d'Irlande, décide de mobiliser les secours du pays. Les pompiers de Dublin se rendent dans l'Ulster afin de prêter main forte à leurs collègues nord-irlandais de Belfast, dont la plupart étaient unionistes, autrement dit favorables au maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Au-delà du geste symbolique, cette action de solidarité marque un tournant dans la politique irlandaise, qui jusque-là observait une stricte neutralité depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais une fois l'aide d'urgence terminée, le Premier ministre demande aux pompiers irlandais de rentrer dans leur caserne. En septembre 1940, le porte-parole de l'IRA, Francis Stuart, commence ses émissions de propagande depuis Berlin, réclamant la libération de l'Irlande du Nord du joug britannique. L'opération Arthur essuie cependant un échec quand le gouvernement irlandais a passé l'Emergency Power Act, avec pour résultat l'arrestation de plus de 600 membres de l'IRA et de la capture du major Hermann Gortz, qui avait été précédemment parachuté en mai 1940 afin d'aider l'IRA pour l'opération Grune. Incapable d'organiser une campagne efficace de bombardement au sol, l'IRA se tourne vers la collecte de renseignements. Pendant 1941, des informations sur les activités des chantiers navals et les industries aéronautiques furent recueillies par des éléments de l'IRA et des données à l'officier SS Erning Thompson, basé à Dublin, qui les transmettait ensuite à l'Abwehr. Mais l'Irlande est-elle vraiment neutre ? Dès le début du conflit mondial, Edmond de Valera avait érigé en principe intangible cette politique. Le but était simple, démontrer au monde, et en premier lieu à l'Angleterre de Winston Churchill, que son pays était souverain et indépendant. Le bombardement de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, soit quelques mois après celui de Belfast et l'entrée en guerre des États-Unis, ne modifiait en rien les certitudes de Valera. Winston Churchill, Premier ministre de George VI, fut alors ulcéré de constater le refus de l'Irlande d'entrer en guerre et de poursuivre ses négociations et ses accords avec les puissances de l'Axe. Le vieux lion envoya à de Valera un télégramme menaçant et ressemblant à un ultimatum. « Votre chance, c'est maintenant ou jamais !» Mais l'Irlande demeure sur ses positions. En apparence seulement, car cette neutralité irlandaise fut teintée de multiples gestes de bonne volonté envers l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini et le Japon de l'empereur Hirohito. Mais la neutralité est-elle égale pour tous ? Les aviateurs anglais ou américains combattant dans le ciel irlandais furent secourus et rapatriés vers le Royaume-Uni, tandis que ceux de la Luftwaffe furent emprisonnés dans un camp situé à l'est de l'île. Autre signe, la police irlandaise informait sa voisine du nord de l'activité d'espions allemands et de leur lien avec l'IRA. Les agents du G2, le renseignement irlandais, œuvraient avec ceux du MI5 britannique pour contrer les mouvements des Allemands et de l'IRA. Quant aux ambassades allemandes, italiennes et japonaises de Dublin, elles étaient surveillées et leurs communications interceptées. Edmond de Valera n'empêche pas ses concitoyens de s'engager dans les rangs de l'armée britannique. Un total de 70 000 hommes s'engageront et laissera 180 000 travailleurs rejoindre les usines anglaises pour soutenir l'effort de guerre. Pourtant, jusqu'à la fin du conflit, de Valera tiendra à démontrer la neutralité de son pays, mais l'opinion juge cette neutralité bienveillante lorsqu'il se rendra à l'ambassade des États-Unis pour transmettre ses condoléances au peuple américain après la mort du président Roosevelt le 12 avril 1945.
mais choquante, quand elle se rendra auprès de l'ambassadeur du Troisième Reich 2 jours après le suicide d'Adolf Hitler, geste qui ne sera pas sans conséquence. À la fin de la guerre, l'Irlande sera mise au banc des pays alliés et devra attendre 10 ans avant de disposer d'un siège à l'Organisation des Nations Unies. Le prix de cette étrange neutralité. Comme on l'a vu, l'alliance entre Hitler et l'IRA, en plus de combattre la Grande-Bretagne, s'accompagnait d'un projet allemand d'assistance envers l'IRA pendant la Seconde Guerre mondiale. Projet en même temps qu'une campagne aérienne de bombardement de la Luftwaffe au-dessus du Royaume-Uni. Après l'annulation des opérations d'invasion de l'Angleterre et de l'invasion de l'Irlande, l'opération Arthur devint une tentative de conserver des liens entre l'IRA et l'Allemagne pour de futures actions communes contre le Royaume-Uni. L'alliance importante pour Hitler, puisque l'IRA est au plus près de l'Angleterre et pouvait lancer des offensives et des opérations plus efficacement et rapidement que les Allemands, qui devaient franchir la Manche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.